et les bienvenus dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Et en cette semaine spéciale Guinée, notre dossier du jour s'intéressera à la monnaie nationale, le franc guinéen. Au sommaire également, une semaine après son investiture, le président béninois Patrice Talon a tenu ce mercredi 13 avril son premier conseil des ministres. Plusieurs mesures ont été annoncées. Et puis 14 avril 2014, 14 avril 2016, voilà 2 ans jour pour jour ce jeudi que 276 lycéennes ont été enlevées au nord du Nigeria par les islamistes de Boko Haram. Et avec nous sur ce plateau pour en parler, Monsieur Makanera Ibrahima Sori, bonsoir. Vous êtes chargé de cours à la faculté de droit et des métiers d'Evry en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, de vous remercier. Avec nous également sur ce plateau, nos éditorialistes Malik Acher. Malik, bonsoir. Bonsoir Graziella et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et Alfred Chango. Bonsoir Alfred. Très heureux de vous retrouver Graziella autour de ce plateau de l'ANR. Et puis mes très chères téléspectatrices, je leur dis aussi merci de leur accueil. Tout de suite, c'est l'info du jour. Le nouveau gouvernement béninois entre en scène. Il a tenu son premier conseil des ministres ce mercredi 13 avril 2016 sous la présidence du chef de l'État Patrice Talon. Une première réunion marquée par plusieurs décisions majeures. On fait le point tout de suite avec Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin, commenté par Olivia Yeredobre. Les citoyens béninois apprécient les premières décisions du gouvernement du président Patrice Talon. Près d'une semaine après leur installation, les ministres se sont réunis en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État. Au terme de cette rencontre, au sommet de l'État, plusieurs décisions ont été adoptées. Il s'agit entre autres de la suspension des concours à polémique, l'abrogation de plusieurs décrets querellés pris par l'ancien régime. Le Conseil a pris la décision importante d'abrogation d'un certain nombre de décrets. Des décrets ont été pris vers la fin du mois de mars qui posent des problèmes de procédure, des incidences financières non calculées et par conséquent, personne ne domine ce qui s'est passé. Mais il faut toujours clarifier. Et donc pour le moment, le Conseil a décidé de suspendre un certain nombre de décrets concernant un certain nombre de primes dans certains secteurs d'activité pour éviter de créer des injustices nouvelles à gérer dans les mois à venir. Au cours de ce Conseil des ministres, une lumière a été faite sur la situation nette de la trésorerie de l'État qui s'est révélée déficitaire. Le gouvernement entend faire un audit de la trésorerie de l'État. Également, le Conseil des ministres annonce que la Société béninoise d'énergie électrique a 40 milliards de dettes vis-à-vis de la communauté électrique du Bénin. Concernant la gestion de la filière cotonnière, le gouvernement s'est engagé à faire un audit du marché des intrants cotonniers. Une décision qui vient renforcer l'annulation de tous les décrets de réquisition des usines d'égrainage du coton. Pour les acteurs de la société civile, ces décisions sont salutaires, mais ils attendent plus de pragmatisme du nouveau gouvernement. Je pense que ces décisions sont salutaires parce qu'elles donnent un peu de la visibilité. Mais ce dont on a peur, c'est que cette décision ne soit pas des décisions populistes. On aurait aimé davantage que ce soit des décisions qui concernent directement ce pourquoi le président a été élu, la vraie rupture, parce que la jeunesse a faim. Des mesures concrètes sur l'emploi, déjà, parce que ça va faire une semaine que le président a pris fonction. Toute la campagne durant, le président Talon nous a parlé des réformes à mettre en œuvre. Mettre sur pied aujourd'hui une commission chargée d'étudier, de proposer encore ce qu'il y a lieu de faire, c'est comme si nous faisions du surplace. Nous, on s'attendait qu'on nous annonce tout droit, par exemple le retrait du décret portant révision de la Constitution actuelle et qui est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ou qu'on nous donne des actions pour montrer qu'on est directement dans l'opérationnel. 15 grandes décisions ont été prises au cours de ce premier Conseil des ministres du nouvel exécutif béninois. Si ces décisions sont saluées par la majorité des citoyens, elles ne trouvent pas grâce aux yeux d'une frange de la population, notamment ceux qui ont été défavorisés par celle-ci. Malik, le temps est donné. Ce gouvernement se veut un gouvernement de rupture.
Oui, effectivement, il y a cette volonté de rupture. Bon, nous sommes à la première réunion gouvernementale et il y a cette volonté justement d'ouvrir une autre ère et de faire une autre politique pour justement répondre aux attentes de la population. Donc c'est toujours le cas dans un gouvernement qui vient d'arriver aux responsabilités. On essaye du moins d'être un gouvernement de rupture ou du moins de donner une nouvelle impulsion. Donc ça c'est typique des nouvelles équipes gouvernementales. C'est ce qu'on appelle souvent les 100 jours. Pendant les 100 jours, il y a cette volonté de mettre en place des nouveaux dispositifs. Donc il y a des mesures qui ont été approuvées par une certaine partie de la population. Moi j'attends de voir quand même parce qu'on parle par exemple de plusieurs mesures qui touche à la fonction publique, un peu plus de transparence dans les concours par exemple. Il faut voir cette équipe se mettre en place. Nous sommes au tout début d'une nouvelle ère et il serait trop, je dirais, hâtif de faire des conclusions. Il faut attendre les résultats et les résultats, il y a cette impatience, mais les résultats ne viendront pas tout de suite. On ne peut pas effacer 5 ans de gouvernance de Boni Yayi qui... Après, on peut faire le bilan qui est mitigé, on peut dire, mais il faut voir ça sur un long terme, ce que je dirais au moins 1 an ou 2 ans, pour voir véritablement les premières grandes décisions et voir les conséquences sur l'économie et la politique au Bénin. Alors, au total, ce sont 15 grandes décisions qui ont été prises. Quelles sont, selon vous, Monsieur Makanera, les décisions les plus marquantes ? Le fait de dire qu'ils s'inscrivent dans la rupture avec ce qui était là me semble être important. Cela englobe tout. Il faut quand même saluer le cas béninois sur un point précis, c'est qu'il y a eu l'alternance qui est quand même banale ailleurs, mais pas en Afrique. Chez nous, en Afrique, avoir une telle alternance, vraiment, on peut qualifier ça du pain béni extraordinaire. Sur les 50 et quelques pays, on ne peut pas compter plus de 10. Déjà, c'est un fait. Je profite de l'occasion de saluer aussi le perdant, M. Zensou. Il aurait pu être poussé à la sortie, je ne dis pas ça, mais le fait de reconnaître très rapidement, ça a été pour nous un signe d'espoir. Peut-être beaucoup d'autres le feront, parce qu'en se faisant très tôt, on évite des victimes, on évite beaucoup de problèmes à nos pays. Il faut que nos dirigeants se rendent compte qu'il y a une vie après le pouvoir. La direction prise par la nouvelle équipe, c'est juste nous donner la direction prise. Les résultats viendront plus tard, comme le dit M. Malik. Alors Alfred, on a vu dans le reportage, on a entendu un citoyen béninois regretter le fait qu'il ne s'agisse pas de mesures populistes. Qu'en pensez-vous? Graziella, c'est le premier conseil des ministres du nouveau président et puis du nouveau gouvernement. Il faut leur laisser le temps de prendre leur marque. Et souvent, justement, le premier conseil des ministres est là pour permettre cette prise de contact déjà entre le président et son équipe gouvernementale et ensuite de prendre des mesures symboliques pour commencer, en attendant justement ce qui a été annoncé, de faire l'audit réel des finances de l'État pour savoir où on en est, de faire l'audit général de l'économie du pays. Mais en attendant, effectivement, il y a le discours d'investiture du président qu'il faut avoir comme boussole pour voir si, au bout de son mandat, il aura tenu compte justement de son discours d'investiture, qui est le marqueur justement de sa prise de fonction. Je regretterais simplement que dans son gouvernement, il n'y ait que 3 femmes. Et ça, c'est quand même, sur 21 ministres, c'est trop maigre à mes yeux. Et ça montre que de ce point de vue-là, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Merci Alfred. Dans l'actualité également, le Nigeria commémore ce jeudi le 2e anniversaire de l'enlèvement des lycéennes de Chibok. Les familles des 219 victimes se sont retrouvées pour une prière collective sur les lieux du rap, avec peut-être pour la première fois l'espoir de les retrouver vivantes. Explication avec Déo Gracias Podo. 2 ans après leur enlèvement en avril 2014 dans l'état de Borno au Nigeria, les 219 lycéennes de Chibok aux mains du groupe islamiste Boko Haram seraient toujours en vie.
Dans une vidéo récemment diffusée, 15 jeunes filles ont été présentées comme faisant partie des disparus, redonnant de l'espoir à leur famille. Celles-ci ont prévu se réunir ce 14 avril pour prier ensemble pour leur libération. Cette vidéo est un immense espoir. Ça montre qu'elles sont bien nourries, ce qui ne cadre pas avec le traitement qu'on inflige aux prisonniers de Boko Haram. Donc ça peut laisser à penser qu'elles sont devenues des femmes de hauts responsables de la secte. Et dans ces conditions-là, ce sera difficile de pouvoir obtenir de la négociation. En décembre 2015, le président Muhammadu Buhari avait déclaré que son gouvernement était disposé à négocier avec Boko Haram pour la libération des lycéennes. Seule condition, le chef de l'État nigérian exigeait que les interlocuteurs soient crédibles. Une annonce qui avait suscité une vague d'indignation au niveau international. Depuis 2014, le groupe islamiste Boko Haram a enlevé des centaines d'autres jeunes filles, dont près de 400 au cours du dernier trimestre de l'année à Damasak, une localité située au sud de la frontière du Niger. Les négociations me semblent très difficiles. Vous ne pouvez négocier que si vous êtes deux à rechercher la paix, si vous êtes deux à avoir des conditions. Mais jusqu'à ce jour, Boko Haram n'a pas, en dehors du fait que de vouloir installer un État islamique dans toute la zone, installer la charia. Boko Haram n'a pas un programme politique, donc il est très difficile de discuter avec Boko Haram. Malheureusement, c'est une secte qui ne comprend que le langage militaire. Et quand Boko Haram propose aujourd'hui des négociations au gouvernement, c'est que sa situation militaire est difficile et peut-être que la secte essaye de chercher un moyen de pouvoir faire baisser la pression. Malgré les promesses des autorités nigérianes et les messages rassurants de l'armée qui avait annoncé avoir retrouvé les traces des otages, difficile de présager une libération des 219 lycéennes. Selon l'ONG Amnesty International, au moins 2000 femmes et fillettes ont été enlevées au Nigeria rien qu'en 2014. L'insurrection de Boko Haram a fait plus de 17 000 morts et près de 3 millions de déplacés depuis 2009. Alfred, comment expliquer que 2 ans après l'enlèvement, l'armée nigérienne n'ait toujours pas pu localiser ces jeunes filles? Graziella, il y a plusieurs explications à cela. D'abord, dans la période entre le moment de l'enlèvement de ces jeunes filles et puis l'élection présidentielle qui se profilait à l'horizon, Goodluck Jonathan n'a pas fait les efforts qu'il fallait nécessairement pour retrouver ces jeunes filles. De l'autre côté, Muhammadu Buhari arrive au pouvoir. Il devait parer au plus urgent, justement, et essayer de réorganiser les forces de sécurité, les forces militaires, pour pouvoir engager justement des actions qui pourraient éventuellement permettre de le retrouver. Et en même temps, il a mené des actions avec les pays voisins, les pays du front, pour avoir justement le soutien des uns et des autres, et puis mutualiser, coordonner les moyens de neutralisation, en tout cas de réduction de la capacité de nuisance de Boko Haram. Il me souvient que 1 ou 2 mois après, voire 5, les États-Unis étaient prêts à bombarder la forêt de Chambaz où se sont retrouvées toutes ces jeunes filles-là. Goodluck Jonathan avait refusé, disant « mais oui, si vous bombardez, vous tuerez tout le monde, donc ça n'aura servi à rien ». Maintenant, est-ce qu'elles sont encore là toutes? Est-ce qu'elles n'ont pas été mariées? Est-ce qu'il y en a Justement, on se pose la question. La question, justement, est que, semble-t-il, il y aurait eu des images diffusées par Boko Haram, par ses canaux habituels. Justement, ce qui m'emmène à ma question suivante, pardon, Alfred. Les familles maliques ont reçu une preuve de vie ce jeudi. On sait également que la secte islamiste aurait contacté le gouvernement nigérian pour essayer de négocier. Est-ce qu'une négociation, justement, est envisageable ou est-ce que ce serait une bonne chose? Il y a 2 points de vue. Il y a les gouvernements qui pensent qu'il faut négocier avec les terroristes quand justement ils ont des otages et vous avez une autre idéologie qui consiste à dire pas de négociation avec qui que ce soit parce que ce sont des terroristes. Et là c'est une question épineuse. Vous dire que je saurais répondre à cette question, c'est difficile selon les cas. Effectivement, nous sommes en présence d'un cas particulier, beaucoup d'otages, des lycéennes qui sont probablement, et je pense que c'est malheureusement le cas, qui ont été mariées de force. Et donc elles sont dans une situation difficile. Et commencer à négocier, je pense que le gouvernement n'a pas trop le choix parce qu'il n'est pas en position de force actuellement, du moins les autorités, l'armée nigérienne n'est pas en position de force sur le terrain. Boko Haram a encore
un moyen d'action important pour déstabiliser le Nigeria et toute la région. Et on l'a vu ces semaines précédentes. Bien qu'il y ait eu des victoires enregistrées par les armées nigérianes et autres, tchadiennes, camerounaises et celles qui font partie justement de cette lutte contre Boko Haram, néanmoins, le gouvernement, je pense, n'est pas en position justement de ne pas négocier. Il est obligé de négocier, il est obligé de le faire. Alors, si ça va aboutir à quelque chose, tant mieux. Je ne sais pas. Très difficile de se prononcer sur ce sujet à cet instant. Je pense qu'il y a des négociations, il y a des choses qui ne sont pas encore révélées parce que ce sont des choses sensibles qu'on ne peut pas révéler publiquement. Et vous le savez très bien, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il y a des informations qu'on ne peut pas révéler. On peut dire qu'il y a négociation, mais je suis sûr qu'actuellement, il y a des choses qui nous dépassent et dont on ne saurait justement apporter les réponses. Merci Malik. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite. Africa 24. All day, every day, join us. www.africa24tv.com Africa 24. All day, every day, join us. www.africa24tv.com Gabon, la transformation pour le développement. Au Gabon, plus de 60% de la population a moins de 25 ans. Tous les jours, nous relevons le défi de permettre à la jeunesse de trouver sur le marché de l'emploi de nombreuses opportunités. Un des piliers de ces opportunités est la transformation de nos matières premières et la production pour le marché local et l'exportation. Sur le site de la zone économique spéciale de Nkok, nous avons développé un parc industriel multisectoriel intégré, accueillant plus de 78 investisseurs venant de 15 pays, plus de 1000 hectares industriels aménagés, plus de 7000 emplois directs et indirects et un guichet unique pour la création des entreprises sur le site. Gabon, la transformation pour le développement. Le Gabon, terre d'opportunités. De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Monsieur Makanera Ibrahima Souri, et de nos éditorialistes Alfred Chango et Malika Cher. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. La Guinée est à ce jour l'un des rares pays de l'Afrique de l'Ouest à utiliser sa propre monnaie, symbole pour certains de rupture avec l'ancienne puissance coloniale. Toutefois, sa performance est souvent remise en cause. Voyez ce reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Mimono. La Guinée, un pays souverain depuis le 2 octobre 1958, décide de frapper sa propre monnaie. Après avoir coupé brutalement les ponts avec l'ancienne colonisatrice, le pays devra faire face à des difficultés financières. Refoulée de la zone CFA, la Banque de Guinée est vidée de son contenu et les nouvelles autorités se retrouvent les mains vides face à une population aux nombreuses attentes. Pour se tirer de ce marasme économique délibérément nourri par ses adversaires d'alors, la Guinée va opter pour une monnaie locale. De francs guinéens au Sili et vice-versa, l'aventure aura été longue et une bonne partie de la population reste jalouse de sa souveraineté monétaire. La Guinée a-t-elle été contrainte à frapper sa propre monnaie ou ce fut-il un choix économique stratégique délibéré? Le franc guinéen est-il la solution économique du pays ou faut-il envisager désormais une autre issue?
La Guinée est un pays à deux identités, à savoir son histoire politique et sa monnaie. C'est par une écrasante majorité que la population vote non au projet de communauté française le 28 septembre 1958, avant d'arracher son indépendance le 2 octobre. 5 jours plus tard, la rupture brutale avec l'ancienne métropole va donner naissance à un marasme économique sans précédent. L'ancienne colonisatrice va décider de retirer tous les billets en francs CFA en circulation dans le pays avant de le retirer de la zone CFA. Face à cette situation, les nouvelles autorités devraient réagir dans l'urgence. L'accession de la Guinée à l'indépendance fut également une occasion de rupture avec l'ancienne colonisation, c'est-à-dire la France. Dans ce contexte, la France ne voulait plus que la Guinée reste dans la zone franc. Pierre Mesper, à l'époque gouverneur de l'Afrique occidentale française, a été l'artisan principal de la sortie de la Guinée de la zone franc. Donc la Guinée n'a pas créé sa propre monnaie par choix, mais c'était par obligation. Face à cette situation financière tendue, ce sont d'autres pays étrangers, dont des pays africains, qui viendront en aide au jeune État. Le nouveau président Ahmed Sékou Touré peut compter notamment sur le soutien de Kwame Nkrumah du Ghana. L'Afrique du Sud, la Haute-Volta entre autres, voleront également à son secours, car les caisses de l'État nouvellement indépendant ont été vidées de leur contenu. En 1960, le gouvernement crée la Banque de la République de Guinée, BRG, et la monnaie franc guinéenne le lendemain. Cette dernière remplace le franc CFA et s'échange avec lui sur la base de 1 franc CFA égal à 1 franc guinéen. La monnaie n'est que le reflet de ce qui se passe en profondeur dans l'économie. Mais avant cela, la monnaie est la conséquence d'une situation politique. Il ne faudrait pas oublier les circonstances dans lesquelles notre pays a accédé à l'indépendance en 1958. Dans ces conditions, le nouvel État a essayé de mettre en place tous les attributs de sa souveraineté. Et elle a considéré à justice d'ailleurs que l'indépendance monétaire est un attribut essentiel de la souveraineté nationale. C'est en gros la raison politique fondamentale, mais sous-jacent à cela, il y a beaucoup d'autres aspects. Avec le temps et face aux différents contextes économiques, la monnaie guinéenne connaîtra 5 changements de signes monétaires. L'un de ces changements intervenus en 1972 va causer une contraction importante de la masse monétaire. En un an, elle enregistre une réduction de 14% et les dépôts bancaires baissent de 374 millions de cédilles. En 1986, la Guinée devra revenir à son franc abandonné plus de 10 ans plus tôt. Pour gérer une monnaie locale, dans ce contexte, entouré d'une zone franc, ce ne fut pas facile. Quand bien même, il faut reconnaître que des efforts ont été fournis. Et à des périodes, on assistait à des inflations de 2 chiffres et suivi de beaucoup de problèmes parce que les instruments de la politique monétaire qui étaient mis en place ne répondaient pas effectivement à ce qu'on pouvait s'attendre d'eux. En 2010, la Guinée a célébré les 50 ans d'existence de sa monnaie. Loin du sentiment nationaliste d'antan, les conditions économiques et financières difficiles du pays ont nécessité une réflexion approfondie sur les questions économiques, financières et monétaires. La monnaie guinéenne n'est pas à l'abri de l'inflation et reste plus vulnérable aux différents choix financiers. Mais le pays se prépare désormais à faire le choix d'intégrer une zone économique et devra se doter de nouveaux instruments. L'objectif final étant de favoriser les échanges commerciaux au sein de la région et de favoriser les échanges commerciaux entre la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest et le reste des pays membres de la CEDEAO et pourquoi pas avec le reste du monde. Les critères de convergence ont été revus à cet effet-là. Jusqu'en fin 2013, nous respections les plus importants des critères de premier rang et beaucoup de critères de second rang. C'est vrai qu'avec la crise sanitaire, un certain nombre de critères n'ont pas pu être atteints, mais nous sortons de la crise sanitaire, nous engageons une nouvelle étape et nous allons vers de nouveaux horizons qui nous permettront certainement d'être au rendez-vous de cette échéance très importante. L'heure est aujourd'hui à la mise en place des mécanismes sous-régionaux qui permettront au pays de se conformer aux directives de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La finalité, en fait, c'est quoi? Il faut que les 6 pays puissent traiter des opérations de part et d'autre. Qu'un Guinéen
puisse payer un Nigérian en temps réel ou par détail ou par les gros montants. C'est un système qui permet en outre de viser l'intégration régionale. Dans la conception initiale du projet, il faut que les 6 pays, les RTGS des 6 pays soient intégrés pour préparer l'avènement d'un système financier régional. Durant la Première République de 1960 à 1984, marquée par une économie dirigée par l'État, plusieurs réformes monétaires ont été réalisées sans succès véritable. La Seconde République de 1984 à 2010 n'a également pas attribué à la Banque centrale de Guinée l'autonomie prônée. En 1994, l'État se servira des principes des avances statutaires de la BCRG pour financer son déficit budgétaire, ce qui aboutit en 2005 à une inflation de 42,6% en glissement annuel. Ces dernières années, les autorités ont procédé à l'émission de nouvelles coupures de billets sur le marché, à savoir les billets de 20 000 francs. Grâce aux politiques monétaires actuellement mises en œuvre, le franc guinéen, selon les responsables de la Banque centrale, résiste de mieux en mieux aux crises internationales. Mais la Guinée prépare désormais son entrée dans une zone monétaire en perspective à la mise en œuvre d'une monnaie commune sur le continent. Monsieur Makanera, la création de sa propre monnaie, c'est ça le symbole de souveraineté? Absolument pas. C'est un symbole de souveraineté, mais il faut comprendre que les États qui sont dans une zone monétaire n'ont pas perdu une miette de leur souveraineté. Vous savez, on a tendance à... la notion de souveraineté, quand même, est une notion polysémique qui a plusieurs sens, mais dans le sens étatique du terme, d'ailleurs, très souvent, on a tendance à confondre. Quand on regarde dans les constitutions guinéennes, la constitution guinéenne, article 2, dit que la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce à travers ses représentants et par référendum. L'article 3 de la constitution française aussi dit la même chose. Mais cela n'est pas une définition de la souveraineté. On indique le souverain, c'est-à-dire le peuple. Quand on prend la définition actuellement retenue que vous pouvez trouver dans le dictionnaire de la culture juridique édité par Dalloz comme étant une définition scientifiquement retenue, on dit que l'État, la souveraineté, c'est la qualité de l'État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté. Ça, c'est la première partie de la définition. Il n'est pas dit que l'État ne peut pas s'engager, s'obliger par convention. On dit que l'État ne peut le faire que par sa propre volonté. Sachez qu'une zone monétaire n'est que le résultat d'une ou des conventions internationales volontairement signées par les États. Donc, un État qui s'engage volontairement dans une convention internationale, même si cela est relatif à la monnaie, n'a pas perdu sa souveraineté. Vous verrez que la souveraineté elle-même, son essence réside dans la délégation de l'exercice de ses attributs. On dit que la souveraineté appartient au peuple, mais qu'il l'exerce à travers ses représentants. Donc, l'État peut, il a même l'obligation, s'il sent que l'intérêt de son peuple est en jeu, d'intégrer une zone monétaire. Il ne perd absolument rien, il n'a fait que déléguer. Par exemple, le Mali avait quitté la zone franc en 1962, le Mali a exercé sa souveraineté. C'est pour vous dire que dans la zone franc, le Mali n'avait pas perdu sa souveraineté. En 1962, il s'est retiré. Il a trouvé que sa situation n'était pas trop enviable. En 1984, le Mali est revenu. Malik, vous partagez ce point de vue? Je pense que la Guinée a eu raison de créer sa propre monnaie nationale. Le problème n'est pas là, la souveraineté ne se joue pas ici, sur le point de la monnaie. Je suis en partie d'accord, mais je pense que c'est dû aux politiques économiques qu'a mises en place la Guinée, qui fait que ces politiques économiques n'ont pas été efficientes, qui fait qu'elle a perdu, entre guillemets, une part de souveraineté économique. Néanmoins, je pense qu'il y a des choses qu'il faut revoir quand on parle du franc CFA. Je pense qu'il y a des choses à revoir dans la politique monétaire. Je pense qu'il y a un arrimage un arrimage fixe à l'euro actuellement qui n'est pas soutenable pour certaines économies qui ont des problèmes structurels et qui peut être pénalisées par cette monnaie. Je ne suis pas économiste, vous le savez, mais beaucoup posent ce problème-là. Il faut y réfléchir. Nous parlons de souveraineté, laissons parler les peuples sur cette question-là, sur cette question de
de la monnaie? Pourquoi il n'aurait pas cette possibilité de débattre? Et pourquoi ne pas mettre en place ce débat dans ces pays-là qui utilisent le franc CFA? Donc pour la Guinée, pour en revenir à la Guinée, un pays qui a ses potentialités extraordinaires sur le plan des mines et autres, aurait pu avoir un avenir économique bien plus heureux, je dirais, lors de ces dernières années. C'est parce qu'elle a choisi, elle a un pan idéologique, une idéologie, comme on le sait, socialiste, qui ne lui a pas profité malheureusement à l'heure où le monde s'est ouvert à la mondialisation. C'est là que la Guinée a perdu sa souveraineté. Ce n'est pas effectivement la monnaie, mais je pense qu'un pays doit avoir sa propre monnaie et un contrôle effectif sur cette monnaie-là, dans le cas de la Guinée. Je ne parle pas pour les autres pays qui ont des économies bien différentes et bien plus solides. Alfred, justement, quels sont les avantages concrètement d'utiliser sa propre monnaie? Les avantages, ça serait, Graziella, si on avait une économie solide, compétitive, et si cette monnaie était convertible au plan international, plan régional. Ce n'est pas le cas pour nous. Ce n'est pas le cas pour permettre de favoriser justement les échanges. Pour favoriser les exportations, importations, etc. Et soutenir justement l'économie. Si on prenait la question autrement, on se souvient de l'époque où la plupart des pays européens avaient leur propre monnaie, dont la monnaie la plus forte était le Deutschmark. Et on sentait la différence qu'il y avait entre ces différents pays au niveau des échanges, au point que tous ces pays européens ont décidé justement d'aller vers une monnaie commune. Pour éviter justement ces différences de taux de change, on passait d'un pays à l'autre, ça augmentait, ça baissait, etc. Et donc du coup, on est arrivé à la monnaie unique européenne, à l'euro. L'avantage des pays de la CEDEAO ou de l'UEMOA en même temps, ou ceux de la CEAC, de la CEMAC en Afrique centrale, d'avoir une monnaie unique, c'est que dans chacune de ces zones-là, il y a convertibilité, ça facilite les échanges, la circulation des biens, la circulation de personnes, etc. Et comme le marché aussi est assez solide, avec la création des bourses par-ci par-là, ça permet effectivement d'éviter la déperdition, par exemple, liée au taux de change. Et donc, si on en revenait à la Guinée, c'est vrai qu'au moment de l'indépendance, en 1958, Sékou Touré n'avait pas eu le choix que de créer le CILI parce qu'on lui avait mis le couteau sous la gorge. Mais après, lorsqu'on est sorti du CILI vers le franc guinéen, on aurait pensé qu'à ce moment-là, justement, la bascule aurait été faite vers le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Tel n'a pas été le cas. Or, depuis tout ce temps-là, la Guinée a connu l'instabilité politique et puis la mauvaise gestion. Lansana Conté, qui a succédé à Sékou Touré, on a fait qu'à sa tête. Et donc, du coup, évidemment, avec ce qui est arrivé un peu plus tard, l'économie est très fragile et la monnaie, justement, pénalise la Guinée en réalité par rapport d'abord aux échanges dans la région et par rapport aux échanges en dehors de la Guinée, de l'Afrique. Ce que je voulais dire à M. Malik, c'est-à-dire, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de franc CFA. Il faut requalifier les faits, ce n'est pas un problème de souveraineté. C'est un autre problème, c'est notre faiblesse. Nous sommes des partis faibles à une convention. Le cas de la Guinée, la pauvreté de la Guinée ne dépend pas forcément de son argent. Il y a un système de pillage généralisé qui s'est instauré en Guinée. La malgouvernance est le premier problème. Alors, revenons si on parle de la souveraineté monétaire, je veux dire que ce n'est pas ça le problème. Allez-y demander aux Guinéens s'ils préfèrent avoir le franc CFA, parce que l'État a voulu, par une convention légalement et librement signée, s'ils préfèrent le franc CFA, avec, comment dirais-je, des croissances économiques, comme les autres pays, des fois à des chiffres, ou s'il veut garder son franc guinéen dans l'obscurité, parce qu'il n'y a pas de lumière, dans la pauvreté avec la famine, et avec ce déficit d'infrastructures routières et autres, les Guinéens vont vous surprendre parce qu'il faut que les Africains se rendent compte de quelque chose, sortons de ce panafricanisme creux
qui n'a plus raison d'être. Merci, merci M. Makadera. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission, une semaine après son investiture. Le président béninois Patrice Talon a tenu ce mercredi 13 avril son premier conseil de ministres. Plusieurs mesures ont été annoncées à cette occasion. Et puis 14 avril 2014, 14 avril 2016, voilà 2 ans, jour pour jour, ce jeudi, que 276 lycéennes ont été enlevées au nord du Nigeria par les islamistes de Boko Haram. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la 3e partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite. Africa 24 vous invite à vivre en direct de Brazzaville la cérémonie d'investiture du président réélu Denis Sassou Nguesso le samedi 16 avril 2016. Le président Denis Sassou Nguesso sera officiellement investi ce samedi 16 avril en présence de nombreux chefs d'État africains et de personnalités. Réélu dès le premier tour après validation du Conseil constitutionnel, le président Denis Sassou Nguesso va entamer la mise en place de la nouvelle République avec de nombreux défis. Application de la nouvelle Constitution, dialogue et place dans la vie publique de l'opposition, nouvelle stratégie et diversification économique, emploi des jeunes, défis de la scolarisation, de l'éducation et de la santé pour tous. Interviews, débats, analyses, discours, vivez les temps forts de cette cérémonie grâce à Marie-Angèle Touré et Thierry Gogan. La cérémonie d'investiture du président Denis Sassou Nguesso, un événement exceptionnel et exclusif à vivre en direct sur Africa 24 le samedi 16 avril 2016. Africa 24, la chaîne officielle des grands événements en Afrique. Cameroun, un leadership économique. Au Cameroun, chaque jour, chaque citoyen construit le leadership économique. Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie de notre invité Makanera Ibrahima Sori et de nos éditorialistes Malika Cher et Alfred Chongo. L'actualité économique à présent dans la perspective de l'expansion de son réseau. Equatorial Congo Airlines projette d'émettre un emprunt obligataire de 60 milliards de francs CFA sur le marché financier d'Afrique centrale. Il s'agit de la première opération du genre pour la compagnie, mais aussi pour la République du Congo. Les détails avec Alion Guindo. Premier emprunt obligataire de la compagnie aérienne congolaise, l'Equatorial Congo Airlines. Pour sa première sortie sur le marché financier d'Afrique centrale, la compagnie prévoit de lever 60 milliards de francs CFA. S'étalant de 2016 à 2021, l'emprunt sera accompagné d'un taux d'intérêt de 6%.
Objectif, étendre la desserte de Eker vers Abidjan en Côte d'Ivoire, mais aussi vers Bangui en République centrafricaine et vers N'Djamena au Tchad. L'objectif de cette opération est de faire d'Eker un acteur majeur et définitif du ciel africain, notamment par la mise en valeur du hub de Brazzaville. L'emprunt obligataire Eker 6% brut 2016-2021 va nous donner une garantie pour asseoir l'assise de la compagnie. C'est pour cela que nous nous lançons sur le marché financier. C'est un moyen approprié d'aller chercher de l'argent à un taux convenable et d'attirer vers nous les investisseurs de la sous-région ou structures étatiques. Piloté par la société de bourse congolaise financière, l'emprunt obligataire de l'Equatorial Congo Airlines a été garanti par l'État du Congo-Brazzaville. Il a ainsi reçu le visa de la COSUMAF, la commission de surveillance du marché financier de l'Afrique. Pour nous, c'était important parce que nous avons de gros besoins financiers pour notre développement. Le produit de cet emprunt permettra non seulement d'acheter des avions et des équipements, mais aussi de développer le centre de formation que nous avons ouvert à Brazzaville, de développer également le centre de maintenance aéronautique qui sera un centre de maintenance aéronautique sur-régional, également basé à Brazzaville, et de continuer donc la formation de nos ressources humaines. C'est important pour nous d'être une véritable passerelle entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et ensuite, nous viserons un peu plus loin, mais pour le moment, nous essayons d'abord de consolider un petit peu le réseau que nous avons mis sur place. Créée en 2011, la compagnie aérienne congolaise a trouvé une place privilégiée dans le ciel africain. Elle emploie plus de 600 collaborateurs et a transporté plus d'1 million de passagers. En 2015, Eker a présidé l'association des compagnies aériennes d'Afrique, l'AFRA. Brazzaville, la capitale de la République du Congo, a accueilli la 47e Assemblée générale de l'AFRA sous le haut patronage de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Malik, quel avenir peut-on présager à la compagnie grâce à des interventions de ce genre sur le marché de la dette? Bon, j'espère un avenir radieux en tout cas, mais effectivement on a un problème en Afrique, vous le savez, de liaison aérienne. Et donc si les choix sont bien faits, et je ne suis pas au sein de cette entreprise pour vous dire si les choix vont être positifs. Il y a des études de marché qui sont établies dans cette entreprise pour savoir si les choix vont être bons. Si les choix sont les bons, la compagnie pourra assurer un bon développement parce qu'il y a cette demande croissante de demande justement de lier les capitales entre elles. En Afrique, nous avons encore un déficit énorme dans ce domaine-là pour lier les capitales africaines entre elles. Bien qu'il y a un essor croissant dans ce domaine de l'aérien, c'est positif, il faut le noter. Néanmoins, il y a encore de nombreux efforts et il faut des compagnies de cette envergure-là, ou du moins aussi ambitieuse qu'Eker pour permettre à ce ciel africain de se densifier. Il n'est pas aujourd'hui concevable que pour lier une capitale africaine et une capitale européenne ou américaine, qu'il faille passer par 3-4 capitales africaines. Ce n'est plus possible. Donc on a besoin de ces entreprises-là qui soient ambitieuses. Si les choix sont bons, je n'ai pas de doute sur la capacité justement de rembourser justement cet emprunt, sur la capacité à cette compagnie de se développer davantage. Et dire que Brazzaville peut devenir un hub, je le pense vraiment, parce qu'il y a une modernisation, il ne faut pas le nier, des aéroports au Congo. Et si les liaisons aériennes sont bien étudiées, on pourra davantage faire de Brazzaville un hub que d'autres capitales africaines qui pourraient être aussi des hubs, parce que Brazzaville a un positionnement géographique qui est intéressant, qui est en Afrique centrale, mais qui peut lier l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique australe, qui est entre les deux. Donc il y a un développement qui peut être mis de ce côté-là. Monsieur Makanera, 6%, c'est un taux convenable pour attirer suffisamment d'investisseurs, selon vous? Malheureusement, je ne suis pas économiste, mais je pense, oui, si on voit dans d'autres pays, par exemple en France, on crie dès qu'on a 1,5 ou 2% de croissance en perspective, on peut penser que 6% quand même n'est pas négligeable, bien qu'en Afrique, il y a des pays quand même qui font des croissances presque à 2 chiffres. Mais certainement, 6% me paraît être, profane que je suis, quand même, si le marché est organisé. Parce que le problème en Afrique, c'est ça. Je me demande, le marché africain est très mal desservi. Ce sont des compagnies extérieures, surtout Air France, qui fait le tour ou presque. Je me demande comment le ciel africain peut se transformer en un cimetière des compagnies aériennes africaines alors que le champ est vide.
cherchons au niveau de la gestion, parce que je pense qu'on a connu l'histoire d'Air Afrique, si on crée des compagnies uniquement pour trouver les moyens de faire disparaître des milliards et des milliards, certainement ça ne sera pas viable. Je connais des exemples. Dans l'actualité économique également, la Côte d'Ivoire ambitionne d'être un pays émergent à l'horizon 2020 et pour atteindre cet objectif, le pays veut s'appuyer sur l'agro-industrie, entre autres, pour une transformation structurelle de son économie. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Olivier Conan. La Côte d'Ivoire vise l'émergence économique à l'horizon 2020. Pour y arriver, le gouvernement a choisi d'investir massivement dans les grands travaux d'infrastructure. Il investit notamment dans les infrastructures de transport pour faciliter l'écoulement des produits agricoles. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et d'anacarde. Cependant, le défi, c'est d'accroître la part du secteur industriel dans l'économie. L'industrie représente actuellement 30% du PIB. L'objectif, c'est d'atteindre 40% en 2020. Tous les pays émergents ont un secteur industriel très fort. La stratégie du gouvernement est de favoriser la transformation des matières premières agricoles grâce à une agro-industrie performante. C'est également le moyen de garantir la croissance économique de 9% en moyenne depuis 2011. Faire en sorte que nos productions agricoles soient transformées au lieu d'être exportées de manière brute. Et donc il y a le programme Anacarde, parce que nous avons 700 000 tonnes de production, mais nous transformons peu. Donc nous avons un programme pour accroître la transformation de l'anacarde. Il y a la transformation du cacao. Nous sommes premiers producteurs également dans le cacao, mais nous transformons un tiers, autour de 35%. Donc là, le gouvernement souhaite passer d'ici 2020 à 50%. Pour atteindre l'industrialisation, le secteur bancaire doit financer massivement les entreprises. Il est reproché aux banques ivoiriennes de ne pas financer l'économie, en particulier les PME, petites et moyennes entreprises. Une critique est rejetée par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire. En 2015, les banques ont accordé des financements à l'économie pour plus de 7 000 milliards de francs CFA. Sur l'année 2015, l'accroissement du financement bancaire a progressé de plus de 20%. Donc ça dit que quand même, là on parle d'un PIB qui progresse entre 8 et 9%, c'est que les banques ont quand même contribué beaucoup plus au financement de l'économie, plus que même la croissance du PIB. Donc les financements existent et les banques sont à la disposition des entreprises. Après derrière, il faut qu'il y ait un projet viable, structuré et qui est rentable. Les banques auront joué un rôle important dans le financement du PND, Programme national de développement 2016-2020, d'un montant d'environ 30 000 milliards de francs CFA. Les investissements publics représenteront 40% du PND et 60% sont attendus de la part du secteur privé. Alfred, la Côte d'Ivoire vous semble-t-elle en bonne voie d'atteindre l'émergence en 2020 ? Je ne sais pas si la Côte d'Ivoire y parviendra en 2020, mais sinon, elle est en train de se donner les moyens d'y tendre. C'est déjà ça. Et le premier des moyens, c'est justement la stabilité, la paix politique en Côte d'Ivoire. Et on a vu depuis que des investisseurs sont revenus en Côte d'Ivoire, que l'économie est en train de reprendre du poil de la bête. Et donc maintenant, les mesures qui sont prises pour la redynamisation, j'y arriverai, donc du secteur économique, de l'agro-industrie, pour arriver à transformer sur place les matières premières agricoles, c'est une bonne initiative. Et c'est vrai que le problème du financement, justement, de ces investissements-là se pose. Pourquoi? Je crois que les banques participent, mais il y a toujours cette question de la solvabilité des emprunteurs. C'est-à-dire que si je viens devant un banquier avec un projet bancal, ça n'est pas certain que le banquier puisse financer. Donc il faut justement avoir des procédures d'accompagnement de ces industriels, de ces entrepreneurs qui voudraient justement obtenir des financements des banques en Côte d'Ivoire, de pouvoir monter des projets viables, des business plans qui tiennent la route pour qu'effectivement on arrive à la transformation de ces matières premières agricoles. Il y a quelques années, j'en terminerai là, il y a un journaliste qui est passé en Côte d'Ivoire, américain, avec du chocolat. Et il est allé voir certains producteurs, il leur a fait goûter justement le chocolat.
Et il leur a demandé si... Et tous ces gens-là ont dit que c'est la première fois qu'ils mangeaient du chocolat de leur vie, alors que la Côte d'Ivoire est premier producteur mondial de cacao. Il y a là un paradoxe, justement. Malik, la transformation structurelle de l'économie ivoirienne exige également non seulement le renforcement des institutions, mais surtout la bonne gouvernance aussi. Bien sûr, il faut instituer une bonne gouvernance pour permettre à l'économie ivoirienne d'être dynamique et d'être dynamisée davantage. Il n'y a pas d'économie, je dirais, de développement durable sur le plan économique sans bonne gouvernance, on le sait tous, et malheureusement en Afrique cela fait défaut. Mais qui dit bonne gouvernance dit fin de la bureaucratie, fin de certaines pratiques, et donc cela relève, comme on le dit souvent ici, de la volonté politique. Mais j'ai bon espoir que la Côte d'Ivoire y parvienne, parce qu'il y a quand même cette volonté justement de transparence dans les institutions et ne pas revivre ce qu'a vécu la Côte d'Ivoire quand elle était mal en point sur le plan économique. 35,2 milliards de dollars, c'est notre chiffre du jour et il correspond au montant des transferts d'argent des migrants africains vers leur région au pays d'origine, soit une hausse de 3,4% en 2015. Monsieur Makanera, quel impact sur la réduction de la pauvreté et sur la croissance économique des pays africains? Vous savez, nos apports, l'apport des Africains de l'extérieur est tout à fait considérable. C'est un facteur de paix. Parce que vous avez beaucoup de gens qui sont aujourd'hui indispensables pour protéger leur famille de la famine. Vous savez, dès que la famine est généralisée, la paix sociale disparaît aussitôt. Mais je pense que le rôle des Africains de l'extérieur, principalement, c'est de maintenir la population, maintenir l'équilibre, la paix, en attendant qu'enfin l'État puisse faire quelque chose. Parce que c'est des subsides que nous envoyons. Ceux qui envoient, quand vous regroupez tout, c'est beaucoup. Mais il y a rarement des gens qui envoient 500 € par mois. Et ça, c'est vite englouti par les familles. Il faut que les États reprennent la relève en s'imposant la bonne gouvernance. Le problème de l'Afrique, c'est ça. C'est une question de gouvernance. Ne cherchons absolument rien ailleurs. C'est une question de gouvernance. Il suffit de voir comment les ressources sont bradées contre des pots de vin de quelques millions de dollars, alors que des milliards sont engloutis. On n'est pas là aujourd'hui pour indexer qui que ce soit, mais ce n'est pas par ces méthodes que les pays peuvent se développer. Et surtout, l'envoi que nous faisons, ça permet de maintenir nos familles dans la dignité, mais ce n'est pas ce qui va développer nos pays, je pense. Alfred, comment justement inciter les familles à investir les sommes reçues pour éventuellement participer à la croissance? Mais c'est très compliqué parce que cet argent sert à quoi? Aux suppléances quotidiennes, sociales quotidiennes. Essaie d'assurer les manquements des États, parce que logiquement, si les États, si nos familles qui sont en Afrique, nos parents qui travaillent, touchaient leur salaire, que ce soit à la fonction publique ou ailleurs, on n'aurait pas besoin d'envoyer de l'argent pour soutenir nos familles. Ça, c'est d'un. De deux, peut-être qu'on aurait pu justement constituer des caisses, des banques pour financer le développement là-bas. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Il y a des tentatives qui sont faites par-ci, par-là, mais qui ne portent pas à conséquence parce que, voilà, c'est d'abord le ventre qui parle. Et comme on dit, un ventre affamé n'a point d'oreille, donc il faut, voilà. Merci Alfred. C'est à présent la fin de cette émission. Celle de ce vendredi sera consacrée au football et plus précisément à la dynamique des clubs guinéens. Monsieur Makanera Ibrahima Sori, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chargé de cours de droit à la faculté des métiers d'Evry en France. Malik, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous, Graziella. Toujours un plaisir d'être parmi vous. Et bonsoir à tous ceux qui nous ont regardés ce soir. Et merci à vous, Alfred. Merci Graziella, vous avez illuminé ce plateau, on est très heureux d'être avec vous. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci de leur bienveillance. Merci à vous, chers téléspectateurs, justement, de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom.